Donc, comme je vous disais dans le post précédent, analysez ce commentaire qui a été posté sur les réseaux sociaux, vraiment dans son détail, parce que je comprends pas que les gens ne percutent pas sur l'inconsidération et le mépris d'une personne décédée. Nous sommes en 2023 et j'ai le sentiment que la communication entre les êtres humains n'a même plus cette capacité réflexive ni de discernement pour comprendre un commentaire verbal. On devrait être capable de prendre pleinement conscience le sens de ce propos. Je vais le relire à haute voix et je vais le détailler avec vous. Cette personne qui s'appelle Angélique nous dit « Je suis responsable de la mort de Philippe. Je l'ai coupé de sa famille et de ses clients. Je l'ai harcelé jour et nuit pour aller chercher du produit. Je n'en avais jamais assez. Je l'ai laissé crever comme un chien. Comme mon fils, qu'on avait dit que je le laisserais droguer depuis mon ventre et sous-développé car je ne m'en occupais pas. Le produit passe avant tout, même pour lui, rien à faire. Je vous demande pardon d'être aussi bête et méchante. » Est-ce que vous entendez ce commentaire? Nous sommes dans la vie réelle, sur les réseaux sociaux. Ces personnes, je les connais de manière privée. Donc, ceci est une réalité de mon vécu. Généralement, les réseaux sociaux sont faits pour apprendre à tisser des liens, apprendre à se connaître et nouer des relations de bienveillance les uns envers les autres. Généralement, dans la vie, on veille à ne pas nuire aux autres. Et cette personne ici parle de son conjoint. Et elle se sert des réseaux sociaux pour publier au monde entier qu'elle est responsable de la mort de son conjoint, qu'elle affiche comme sa moitié. Donc, on va reprendre la première phrase. Je suis responsable de la mort de Philippe. Je l'ai coupé de sa famille et ses clients. Donc, cette femme nous dit qu'elle avait pleinement conscience, chose identique pour la plupart d'entre nous, que de priver une personne de son lien familial, ses liens sociaux, relations de travail, de ses valeurs morales, allait entraîner son décès. Quand on prive un être humain de ses valeurs et de sa dignité, forcément cela va entraîner, que ce soit de manière physique ou psychologique, la décompensation et l'amenant doucement à succomber. Et c'est quelque chose que l'on va pouvoir retrouver dans son premier commentaire qu'elle a posté pour annoncer qu'il venait de décéder, que de toute façon ça faisait longtemps qu'il attendait ça parce qu'il répétait tout le temps qu'il n'aimait pas la vie. Donc tu le sais, et la toute petite étincelle, le tout petit lien qui lui permettait encore de s'y accrocher, sa famille, son travail, tu lui prives, tu l'isoles, tu lui enlèves, le crie au monde entier, et puis supprime ce compte qui existe depuis 4 ans, 2 heures plus tard. Personne n'est en train de percuter là sur ce qu'on annonce, sur ce que cette femme annonce publiquement, et on n'est qu'à la première phrase. Et je n'invente rien, je ne fais que relire ses propos de son commentaire. Vous avez la capacité de l'analyser avec moi, comme moi. Les mots, je ne les invente pas. Ils sont là. Ils sont écrits comme ça. Alors c'est vrai, ça fait longtemps qu'il n'aimait pas la vie. Depuis qu'il était enfant, il ne la supportait pas. Donc généralement, on fait plus en plus attention à lui. Eh bien, écoutez ce qu'elle avait répondu à une audio vocale que je lui avais laissée pour lui en faire part. Wow. Tu sais quoi, Pascal, franchement, je sais même pas pourquoi je te parle. Je sais même pas pourquoi je te parle. Quand j'entends ton message vocal,
allez, dis. Alors toi, tu penses, il faut chercher parce que il n'aime pas la vie, qu'il a toujours voulu mourir. Tu vois, il faut chercher. Mais il n'y a rien à chercher, hein, cocotte, c'est parce que la vie, c'est de la merde. Hein. Moi aussi, je trouve qu'il n'y a rien à chercher. De deux, je trouve que c'est plus tes affaires. Toi, cherche de ton côté et laisse-moi tranquille. Ce serait bien. Et de toi, avant de dire que c'est... Qui me dit qu'il se rappelle plus pour pas me dire, tu serais bien de te le dire, parce que sûrement que je sais que j'ai même pas envie de te le dire. Pascal, arrête-moi tout ça, parce que franchement, je vais vraiment plus parler. Tu m'emmerdes. Voici l'audio dont elle parle, qui date d'il y a 1 an et demi minimum. Des fois, ça me fait chier parce que ou tu l'aimes et tu en prends soin, ou tu te fous de sa gueule et tu le michetonnes. Tu vas lui faire il va finir par décompenser si tu lui fais ça. Tu l'isoles de sa famille, tu le laisses plus travailler, il peut plus parler à personne, ni voir personne. Tout le monde est respectueux et reste à sa place. On ne se sert pas des autres pour les détruire ou les utiliser. J'espère que ça n'arrive jamais parce que toutes les paroles et les mots auxquels je t'ai confronté, auxquels tu m'as répondu, agressivité, mépris, dénigrement, jamais une excuse, jamais un regret. J'espère vraiment que c'est vrai, que tu t'entends bien avec ces filles et que tout va bien avec lui et avec ton petit garçon. Parce que si c'est pas vrai que tu fais du mal à crever à cet homme à côté de toi, alors que normalement on cherche à essayer de le comprendre pour voir ce qu'on peut faire, pas dire, essayer de l'aider, de le comprendre, de se mettre à sa place, de chercher à savoir comment faire pour mettre les choses en place pour pas le blesser, pour pas le frustrer, pour pas l'angoisser face à son mal. Et quand on a un enfant qui est dans le début de cette structure de personnalité, d'émotionnel, ben, elle t'envoie des vidéos, des audios pour t'aider dans ta maternité, Putain, on est des tox, des putes, c'est pas facile d'élever un bébé. Et quand on est amoureuse, on n'a pas envie de le perdre si on croit que c'est le bon. J'ai vécu ça aussi, oh, gilet que moi. Et non, je suis pas jalouse à crever. Où que tu sois avec, moi je suis dans la bienveillance, j'essaye d'aider. Tu sais quoi, Pascal, franchement, franchement, je sais même pas pourquoi je te parle. Je sais même pas pourquoi je te parle. Quand j'entends ton message vocal, hein, allez, dis. Alors toi, tu penses, il faut chercher parce que il n'aime pas la vie, qu'il a toujours voulu mourir. Tu vois, il faut chercher. Mais il n'y a rien à chercher, hein, cocotte, c'est parce que la vie, c'est de la merde. Hein. Moi aussi, je trouve qu'il n'y a rien à chercher. De deux, je trouve que c'est plus tes affaires. Toi, cherche de ton côté et laisse-moi tranquille. Ce serait bien. Donc ce bébé d'1 an est entre deux adultes, dont une mère qui n'aime pas la vie. Rien à chercher dans l'enfance. Pascal, arrête-moi tout ça, parce que franchement, je vais vraiment plus te parler. Tu m'emmerdes. Cet homme est décédé. C'est son conjoint qu'elle affiche comme sa moitié pour l'annonce de son décès, la veille de l'enterrement, auquel elle n'a pas assisté. Et puis elle nous dit, 1 mois plus tard, je l'ai laissé crever comme un chien et je l'ai harcelé pour lui prendre tout son argent pour m'acheter du produit. Je l'ai privé de sa famille, de son travail, de ses liens sociaux. Mais comme je vous ai dit un petit peu avant, je les connais de manière perso, de manière privée. Donc évidemment que mes émotions me submergent et j'ai peur de perdre cette neutralité quant à l'appréciation et la perception de ce qui est en train de se passer dans la réalité vraie. Mais on ne peut pas oublier ce lien relationnel et émotionnel. Mais j'essaye quand même de faire un pas sur le côté et analyser ce qui se passe et les propos de manière pas comme une actrice de la situation, mais comme une spectatrice d'une situation. C'est une situation qui est la mienne, qui est quand même mon vécu personnel, mais avec un peu de discernement pour essayer d'analyser ce propos consciemment. Alors nous en sommes à la 3e phrase, je crois, du commentaire. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de ces propos jusque maintenant?
Si vous ne les connaissez pas de manière personnelle, qu'est-ce que vous avez comme idée de ce commentaire? Ce commentaire veut dire quoi? Il vous raconte quoi? Il vous dit quoi? Si vous devriez le décrire en tant qu'analyste. Alors évidemment, vous ne savez pas me répondre, mais j'aimerais bien que vous le fassiez dans les commentaires. Maintenant, si vous ne le faites pas, ben, je vais essayer de manière factuelle vous démontrer la pertinence et l'humiliation dans des propos comme ça, et aussi une réaction émotionnelle que je vis et dont on ne peut pas nier son existence ni le laisser transparaître comme une faiblesse. Et à vous dans les commentaires de me dire là où je me trompe, là où je suis complètement hors sujet, ou alors je suis complètement biaisée par mes émotions. Dites-moi, recadrez-moi, je veux apprendre, non, je veux comprendre. Je veux juste comprendre qu'on me dise ce qui n'est pas cohérent dans ma façon de voir les choses, de voir les autres et de trouver inadapté de tels comportements, ainsi que pour ces personnes qui arrivent à outrepasser cette inconsidération sans même aucune réflexion. Avec un simple « pardonnez-moi, je suis bête et méchante, quoi. Mais j'ai laissé crever mon conjoint comme un chien. » Wow! Ça, c'est sa manière de parler. Vous venez de l'entendre, la manière dont elle parle. C'est ça qu'elle me dit. C'est pas moi qui l'adapte avec ma façon à moi de voir le truc. Vous entendez sa manière de parler. On parle de mort, de son conjoint qui n'aime pas la vie. Et il finit par en mourir. Et je lui avais dit il y a 1 an et demi qu'elle va finir par le faire décompenser. Et c'est ce qui s'est passé. Derrière, il y a des proches, il y a des familles, un petit garçon d'1 an et demi. Comme je vous ai expliqué 3 jours après l'enterrement auquel elle n'a pas assisté, depuis 3 jours, j'essaye d'avoir la date et l'adresse de où vont se passer les funérailles, où est le salon funéraire. Elle ne me répond pas, elle essaye de dormir. Et je me permets de le faire parce que c'est elle qui m'a averti du décès de son conjoint. 2 heures après que ça vienne d'arriver. J'ai été la première personne, enfin c'est ce qu'elle m'a dit, que j'étais la première personne à qui elle annonce. J'avais envoyé un premier message pour essayer d'avoir des nouvelles de ce qui s'était passé. Et c'est parce qu'elle a posté sur Facebook à 23h50 le dimanche soir que je l'ai texté pour avoir l'adresse et l'heure du funérarium. Ce jour-là, je n'ai eu qu'une réponse, laisse-moi essayer de dormir. Et le lendemain, voilà l'audio vocal que j'ai couché. Là, je vais texter le message, je vais pas commencer à me pisser les couilles, je te dis déjà, moi j'ai rien caché comme info. L'enterrement c'est aujourd'hui, moi hier j'avais pas envie de parler, je vais dormir, depuis vendredi matin c'est bordel, alors on ne me prend pas la tête, franchement on ne me prend pas la tête, celui-là il est prêt là, je vais vite chez toi, je te promets. Alors on ne me prend pas la tête, je t'ai prévenu, je t'ai déjà dit quoi j'étais l'enterrement et tout, alors s'il te plaît, sois correct, sois poli et m'emmerde pas. Pour rappeler l'expéditeur. Je zappe jusqu'à l'heure et la date du message. Et bien que l'enterrement était le 3. Elle me cache pas d'infos. Elle est en train de me dire que l'enterrement, c'est le bordel depuis le jour de sa mort. Alors, fais pas chier, sois correct, poli et m'emmerde pas. Oui. Appuyez sur 8. Votre Angélique reçu à 13h34 le 2 janvier 2023. Est-ce que vous percevez, vous arrivez à décoder l'emprise psychologique mise en place et la manipulation? Modifier la manière dont vous voyez les choses en adaptant leur langage verbal et tout ça dans leur intérêt personnel pour que ça convienne à leur version de l'histoire. Parce que juste avant le vocal, elle m'a envoyé un texto qui me disait que l'enterrement était le lendemain, le mercredi. Lorsque vous réagissez de cette manière, que ce soit texto ou audio, qui sont la réalité d'un vécu, les personnes, elles vivent ça.
au niveau perso. Et ça fait mal. On doit être fort, on doit gérer ses émotions, hein, on ne pleure pas. C'est pas de la faiblesse. Ah oui, il faut être fort, pas pleurer. C'est ce qu'on disait avant aux hommes. Mais aux femmes aussi, on les appelait des chialeuses, des tchoulottes. C'est comme ça qu'on m'a appelée pendant très longtemps, puisque je suis hypersensible et que je pleure au moins une fois tous les jours. Mais malgré ça, les émotions, c'est un processus chimique que nous ressentons physiquement et qui va au niveau physiologique bouleverser notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon même physique de réagir. Toute notre chimie interne va être bouleversée jusque dans notre cerveau et impacter nos neurones. On le sait de manière neuroscientifique que lorsque nos émotions produisent cette substance chimique qu'est le cortisol, il va finir par atrophier l'amygdale rénocéphalique et cela ne permettra plus aux fonctions cérébrales de se réguler convenablement. Alors qu'avec l'empathie, cercle vertueux, lui qui est aussi un processus chimique et qui pourtant va permettre le développement et la maturation des fonctions supérieures du cerveau, structure permettant un bon développement de notre câblage neuronal, nous donnant accès à une meilleure mémoire. Elle va aussi décupler notre capacité d'apprentissage et du lien à l'autre. L'empathie est le fondement même de la morale pour le savoir-vivre ensemble. Et vous voyez bien que malgré toute cette horreur, cette arrogance, ça fait mal. On en souffre moins, hein, les proches et la famille. Eh bien, malgré tout, je reste dans la bienveillance et l'empathie. J'essaye de comprendre les choses. Et vous voyez, j'apprends des choses. Donc, s'il n'y a pas d'empathie, il va y avoir atrophie du système limbique et toute altération, interaction avec l'extérieur va être pris pour une agression, une sollicitation. Cela bousille les connexions entre les synapses, donc les neurones qui sont dans notre cerveau, et nous n'avons plus la capacité de réflexivité, de réfléchir pour répondre correctement, consciemment, avec cohérence dans les propos qui sont établis, qui sont dits. Non, on prend tout comme une agression. Donc c'est le bouffeur contre le bouffé. On ne voit les choses que de cette façon. Et c'est ça quand on dit que ces personnes arrêtent de penser. Ceci n'est pas un propos péjoratif, hein. On est toujours dans l'analyse. Mais il y a aussi mes émotions qui en prennent plein la figure. Ça, c'est bouleversant, ça détruit des vies, des familles, des êtres humains comme son conjoint. C'est ça la décompensation. Ça s'appelle détruire le système limbique qui permet la capacité réactive, réflexive de se dire que oui, il y a encore l'autre, il y a encore la vie, il y a encore cette étincelle. L'empathie est un cercle vertueux de positivité. Sinon, dans l'autre, il n'y a que de la négativité. Ne pas aimer la vie, mais alors fais tout pour qu'il l'aime. Non, elle l'a laissé. Et elle nous dira publiquement, crever comme un chien. Cet homme, je le connais de manière perso. C'est bouleversant. Je le connais comme un enfant. Parce que moi, je l'ai aimé de tout mon cœur et j'ai cherché à savoir comment apaiser cette souffrance et cette envie de mort depuis l'âge de 5 ans. 42 ans, maman d'un bébé d'1 an qui a rien à aller chercher dans l'enfance quand on a envie de mourir depuis tout petit. De toute façon, c'est pareil pour elle aussi, la vie, c'est de la merde. Et moi, je suis là avec mon hypersensibilité qui éponge toutes les émotions et qui ressent et vit un truc pareil. Et doit gérer mes sens et mes émotions à fleur de peau. Exacerber jusqu'à en développer le 6e. Cette intuitivité qui nous permet, en plus du langage verbal, d'avoir ce décodeur du langage émotionnel. Exacerbé au point de développer cette émotivité à vivre fois 1000 ce que les autres vivent, tout simplement. Et aussi cette intuition qui me rend spectatrice
du décès qui va arriver et de la garde de son enfant qu'on va lui retirer. Et après quoi? Ce que constate mon hypersensibilité apparaît normal pour tous les autres. Et là où toi tu auras vu une simple phrase qui fait ressentir un simple truc, le HP, lui, il va le vivre, le ressentir de manière intrinsèque, jusqu'à pénétrer le monde mental de l'autre et donc les processus chimiques que ceux-ci vont déclencher. Pourquoi? Parce que son cerveau en arborescence, il veut tout comprendre. Il ne veut pas connaître les choses ni les autres pour savoir comment ils sont. Il veut comprendre les choses pour savoir comment elles fonctionnent, ainsi que pour les êtres humains, comment ils fonctionnent. Et c'est ça qu'on appelle le cerveau en arborescence. Et c'est ça que démontre l'empathie, maturation des fonctions supérieures de notre cerveau, permettant de développer et décupler l'apprentissage. Alors je vais encore me répéter, mais on n'est pas ici dans le but d'écraser cette femme. On est ici pour essayer de comprendre le fonctionnement. À savoir que la connaissance, ce n'est pas une construction, ce n'est pas une production, une création d'idées. La connaissance, c'est une reconnaissance. Autrement dit, la connaissance est un dévoilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que connaître, ce n'est pas créer quelque chose qui est vrai. Connaître, c'est lever le voile sur quelque chose qui est vrai. La connaissance est un dévoilement, c'est-à-dire littéralement le retrait du voile. Autrement dit, la vérité, elle est toujours là. On ne la construit pas, on ne l'invente pas. Elle est là, et notre travail, c'est d'enlever ce qui la voile, c'est d'enlever ce qui la couvre, de la découvrir, c'est de la révéler. La vérité, c'est le retrait du voile des apparences, le retrait du voile de la confusion, le retrait du voile des croyances qui nous empêchent de faire face à la vérité. Et attention, ne pas vouloir regarder la vérité en face, ne pas vouloir ôter les croyances qui la couvrent, c'est quelque chose qu'on fait tous. Le phénomène du déni, c'est pas quelque chose que l'on fait avec plaisir. C'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on l'a décidé le matin en se levant. Il y a des tas de personnes qui sont dans le déni permanent parce qu'il en va de leur sécurité psychique. Et il en va de notre sécurité psychique à tous de vouloir fermer les yeux sur certaines choses parce qu'elles nous insécurisent psychiquement. Il y a des personnes qui ont vécu des traumatismes d'une violence épouvantable et qui ont besoin de recouvrir ce traumatisme par des croyances, par une image qu'elles se seront construites d'elles-mêmes, par la réécriture d'un scénario qui aura donné à leur histoire un autre sens et une autre direction. Sophie prétend apporter à ceux qui sont dans une démarche consciente de recherche de la vérité à pouvoir disposer d'un outil qui le leur permet. Alors dans ma prochaine publication, nous essayerons d'analyser les phrases suivantes de ce commentaire avec le langage verbal décodé ainsi que le langage émotionnel que je vais essayer de vous partager de manière factuelle, mes ressentis, mon intuitivité et ce que nous apporte positivement l'empathie sur la découverte du monde mental de l'autre, aboutissant toujours à de la bienveillance, encore et toujours. Donc, comme je vous disais dans le post précédent, analysez ce commentaire qui a été posté sur les réseaux sociaux, vraiment dans son détail, parce que je comprends pas que les gens ne percutent pas sur l'inconsidération et le mépris d'une personne décédée. Nous sommes en 2023 et j'ai le sentiment que la communication entre les êtres humains n'a même plus cette capacité réflexive ni de discernement pour comprendre un commentaire verbal. On devrait être capable de prendre pleinement conscience le sens de ce propos. Je vais le relire à haute voix et je vais le détailler avec vous. Cette personne qui s'appelle Angélique